On n'était pas entraîné seulement pour le 6 juin, nous étions entraînés pour faire des raids de commando sur les côtes européennes. Il y en a eu quelques-uns qui sont passés en Hollande, d'autres en France. Et malheureusement, il y a eu des pertes en France, bien sûr, car on avait des missions à faire reconnaître les terrains sur certaines plages pour tromper un peu l'ennemi d'ailleurs, car il quelquefois laisser des traces par lesquelles nous étions passés, oui, sur ces plages-là. Alors malheureusement, dans ces raids, on a perdu beaucoup de gens aussi. On a perdu à Jersey, à Varangeville, tout ça. On a perdu beaucoup de choses. Et donc, autrement, les commandos ont été formés déjà en 1942, au début de 1942, pour les Français. Et c'est grâce à ces gens de 1942 qui ont fait le raid de Dieppe en août 1942 que nous avons débarqué en Normandie. Car Lord Lovat commandait le numéro 4 commando à l'époque. Il n'avait pas la brigade, il commandait le numéro 4 commando. Le numéro 4 commando, donc, ils ont fait le raid de Dieppe. Et les Français qui accompagnaient donc ce numéro 4 commando, c'est les seuls qui ont débarqué à Varangeville et qui sont rentrés à 2 km à l'intérieur faire sauter les pièces d'artillerie allemandes. D'ailleurs, ils ont été décorés en rentrant par Laure Mountbatten, et Lovat, qui avait assisté à tout ça, a demandé le jour qu'il était commandant de la première brigade de commando qui avait 2400 hommes, 4 commandos, numéro 3, 4, 6 et 45 Royal Marine. Il a demandé à ce que les Français soient avec lui. Car sinon, on était au numéro 10 commando, donc nous sommes passés au numéro 4, et ça nous a permis de débarquer le 6 juin. Sinon, on partait en Italie, vous voyez, avec le numéro 10 commando. Et voilà ce qu'a fait Lord Lovat, c'est ça. Bon, alors nous débarquons à 7h20 du matin. Nous débarquons à Colville-Montgomery. Alors on est séparés en 3 morceaux. Donc il y a le groupe 1 qui était sur la 525-527, bon voilà, et la 523. Ils ont pour mission de prendre le Casino. Ils passent par la route de Lyon. Et là, comme dit mon copain Guettenac dans le film, nous n'avons vu personne. Lui et le groupe 1, ils n'ont vu personne route de Lyon, pour une bonne raison, c'est que les Allemands étaient sur la côte. Donc ils sont arrivés en haut de la rue Pasteur, descendus la rue Pasteur. Vous connaissez Boucherem un peu? Pas du tout. Pas du tout. En fait, en gros, soit on longe la côte, vous voyez, c'était. En fait, il y a une route à l'intérieur, en fait, à 500 mètres ou 1 kilomètre à l'intérieur, qui est une route qui longe la côte aussi, qu'on appelle la route de Lyon. Et la troupe où je me trouvais, on prend les blocos sur 1 km 800. On libère quelques petits blocos, toutes les tranchées qu'il y avait le long dans les dunes, là. Et donc, nous aussi, donc, on libère tout ça. On libère 1 km 800 de côte avant 11h30 du matin. Alors, 1 km 800 de blocos, ça fait combien il y avait de blocos? Il y avait en tout, y compris les petits, oui. Il y en avait 15. Voilà, parce qu'il dit un petit blocos. Oui, le petit blocos qu'on appelait... Et voilà, ça c'était donc tous les blocos qui étaient sur la côte, parce que donc le débarquement n'a pas eu lieu du tout à Ouistreham, mais à 1 km 800 de Ouistreham, Colville-Montgomery. Même si au 70e, pour des raisons pratiques, on a dit que le débarquement avait lieu à Ouistreham, c'est faux. Maintenant, vous saurez que vous les corrigez. Parce que mine de rien, moi je dis les 15 blocos, en comptant les petits, ils font la différence quand même. Oui, évidemment. Alors donc, les Anglais, de leur côté, ont pour mission d'aller libérer les écluses au port pour pouvoir se servir du canal de Caen à la mer, quand Caen serait libéré pour pouvoir se servir du port. Donc, ils arrivent là-bas, et eux aussi font ce travail, ils ont à peu près les mêmes pertes que nous, et finissent à peu près à la même heure, c'est 11h30 du matin, terminé. Au fait, Ouistreham était libéré à 11h30 du matin. Donc là, on retourne sur nos pas, comme le dit d'ailleurs dans le film, là, et là, on prend un petit ravitaillement, bien sûr, petit casse-croûte que nous avions dans nos sacs, là, on recharge nos chargeurs et on rentre vers l'intérieur, en passant par Colville-Village, Saint-Aubin-d'Arconay, et nous arrivons au pont de Pégasus seulement vers les 5h30 de l'après-midi. On traverse le pont, là où nous avons encore 4 blessés, car les Allemands, le pont est libéré, ils ne sont plus là, mais par contre, ils sont encore sur les berges auprès de la maternité, et ils mitraillent le pont à l'aveuglette, vous voyez, parce qu'il y a des tôles qui sont comme ça sur le pont, ils n'ouvraient pas, mais ils mitraillent à l'aveuglette. Et là, il y a encore 4 blessés. Une fois le pont traversé, on va jusqu'à les hauteurs d'Ampréville, qui se trouve environ à 2 km de là, et là, le prenait en première tranchée.
fait que dans la journée, nous avons parcouru 13 km. Voilà. On devait venir pour quelque temps, malheureusement, quand n'étant pas libéré, on doit garder ses têtes de pont coûte que coûte. Ensuite, on avance un peu, on prend Vavant, Beuville, ensuite on arrive au point-ci Beuville, à Saint-Maclou, qui se trouve 2 km après pour l'évêque, là, Beuville, et donc là, les Allemands passent la Seine, et là, nous sommes rapatriés en Angleterre. Voilà, là, rapatriés en Angleterre, et donc là, on prépare un deuxième débarquement qui se passe à Fléchine, en Hollande. Et là aussi, il y a beaucoup de dégâts. Moi, je n'y suis pas participé, qui a une bonne raison. C'est idiot. Aucune blessure en Normandie, mais rentrant en Angleterre, je me blesse en sortant d'un train. Je me retrouve à l'hôpital. Alors voilà, donc ces combats qu'il y a eu en Normandie. Certains étaient très violents, dont Pierre Benoît l'a vu, une citation pour une attaque à la baïonnette que nous avons fait à l'épine, et ainsi de suite. Voilà. À la fin de la bataille de Normandie, on reste à une vingtaine non blessés. 24 n'ont pas été blessés. J'étais dans les 24. J'ai fait le 25e en Angleterre. Et là, le débarquement par lui-même. Alors, je suis là pour... Si vous avez des questions à me poser, je suis prêt à vous répondre. Allez-y. Du coup, il y a 177 qui ont débarqué en Normandie, mais combien ont reçu, dans le commando préfet, qui ont reçu béret vert dans l'entraînement en Angleterre? Tous les 177 avaient le béret vert. Hein. Oui, mais ils ont ceux qui ont participé aussi avant, à ils ne participent pas au débarquement. Non. D'accord. Parce que, comme on vous le dit, là, si vous ne passez pas le béret vert, vous quittez les commandos. Il y en a beaucoup qui avaient raté, qui ont raté le béret vert. Il y en a qui abandonnent de même, et d'autres qui sont renvoyés à l'unité, quoi. Qui retournent dans la marine. Embarqués, oui. Malheureusement. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous étiez très jeune, vous aviez quel âge quand vous vous êtes engagé? J'avais 17 ans en 40. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé si jeune dans quelque chose d'aussi difficile? C'est une bonne question, car voyez-vous, je suis né en 1922. Et vous pensez bien que, après la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas la télévision, très peu de gens avaient la radio, et les soirées se passaient entre voisins, vous voyez, devant un litre de rouge, des petits gâteaux, on avait des petits gâteaux lunes, vous voyez, là. C'était un luxe à l'époque. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, évidemment, toutes ces familles perdaient d'un être qu'ils avaient perdu à la Première Guerre mondiale. Je savais que toutes ces familles ont souffert pendant la Première Guerre. Il y a eu tellement de tués, tellement de blessés, que tout le monde en parlait. Et là, on nous faisait haïr le Boche, vraiment, on appelait les Allemands les Boches. Et on avait une haine déjà contre les Allemands avant que la guerre de 1939 se déclare. Alors donc, quand la guerre s'est déclarée, beaucoup de jeunes comme moi se sont engagés. Donc votre motif, c'était plus... défendre la France, mais la haine contre les Allemands, on voulait... voilà. À l'époque, chez De Gaulle, c'était pour libérer la France. J'ai rejoint De Gaulle le 13 juillet 1940, à Londres. On nous a dit que vous étiez devenu ami avec un ancien combattant allemand. Oui, après, oui. Et alors, Il habite Ouistreham. comment est-ce que ça a pu se passer, sachant que ce jour-là, le 6 juin 1944, il était dans le camp opposé et oui. Il y a des chances que vous le croisiez. J'aurais pu le croiser, mais il était dans la Manche. Oui. Alors, je ne l'ai pas croisé. Mais vous avez, comment est-ce qu'on arrive? Vous savez, vous avez écrit un livre ensemble quelque part. On a écrit un livre ensemble. Si vous aviez connu la haine contre les Boches, comment est-ce qu'on devient comme ça ami, très ami avec un... Non, ben, vous savez, ça se passe comme les années aidant, on ne peut pas quand même recommencer. Hein. Comment vous avez rejoint De Gaulle? Eh bien, c'est très simple. J'étais sur le Courbet. Moi, quand j'étais dans la Marine nationale, je suis parti en février 40. J'ai embarqué sur le Courbet, le bateau qui est coulé en face Ouistreham d'ailleurs. Voilà. Et le bateau sur lequel j'étais, le dernier bateau, c'était la France. On a tiré sur 40 ans, encore le 20 juin. Vous voyez, le 20 juin 40, on tire encore sur 40 ans. Et ce bateau a rejoint l'Angleterre à Portsmouth. Et à Portsmouth, les Anglais nous ont débarqué.
nous ont envoyés dans des camps. Moi, j'étais dans un camp à Hyde Park, près de Wigan, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et là, donc, on avait le droit de sortir de ce camp. J'ai rencontré des jeunes d'anglais qui ont emmené à la maison pour prendre le thé, des gâteaux, ainsi de suite. Et donc, là, ils ont mis la radio en route, pour lequel on a appris que De Gaulle formait une armée qui allait continuer le combat après les Britanniques, mais sous le drapeau français. Alors là, on a étudié la chose un petit bout de temps, là. Et vous voyez, c'était donc au mois de juin, déjà, fin juin. Et j'ai rejoint De Gaulle le 13 juillet 40. Pour voir le défilé De Gaulle et la reine d'Angleterre le 14 juillet. Vous êtes rentré quand en France après, Quand je suis rentré en France, j'étais en Angleterre après avoir été blessé là-bas. Je suis rentré en France en mai 45. Et là, j'étais démobilisé en août 45. Sans rien. On dit au revoir monsieur, j'avais pas un sou en poche, j'avais rien, débrouille-toi. Je n'avais même pas quoi payer mon train pour rentrer à la maison. Bon. Et je me suis débrouillé avec le gars qui conduisait la Michelin, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de ticket, il m'a dit je ne vous ai pas vu. vous avez fait quoi après du coup? J'ai repris mon métier, vous savez, moi, à 13 ans, j'ai commencé un apprentissage. J'avais un certificat d'études primaires et une année complète de cours complémentaires. Et là, je suis rentré en apprentissage. Je suis un carrossier, je fais le métier. Et à 16 ans et demi, j'étais déjà ouvrier. J'avais un CAP. Alors donc j'ai repris mon métier. Bon, c'était facile, quand on est jeune, on s'en met vite dans le bain, croyez-moi. À quel point j'ai beaucoup travaillé. Pas me trouver à me loger en France, je suis parti en Angleterre, puisque j'ai épousé une Anglaise entre-temps. Il faut raconter un petit peu l'histoire de l'anglaise quand même. Comment tu l'as connue, cette anglaise? Parce que ça, c'est quand même croustillant. Je ne veux pas te gêner, mais quand même, c'est rigolo. Bon, alors, mon épouse a installé le téléphone dans l'armée. Elle n'était pas dans l'armée, mais elle travaillait au téléphone. Elle est installée au quartier généraux, et puis elle a installé les téléphones. Et un jour, moi, je à Douvres, dans son pays, j'étais le garde à midi pour garder le bâtiment où se trouvaient tous les plans de Commando Raid dont je vous parlais tout à l'heure. Tous les plans se trouvaient là. Et moi, il faisait un soleil magnifique. J'étais au début octobre, là, ben, j'étais bien. Alors je me suis assis sur l'herbe, tout était fermé à clé. Tout d'un coup, j'entends du bruit à l'intérieur du bâtiment. Alors j'ai ouvert ça. Je trouve une jeune fille ramettre des clous partout et des fils de téléphonie dans tous les coins. Je dis, donc qu'est-ce que vous faites? Elle dit, je vais le téléphone. Je dis, par où vous êtes rentré? Elle me dit, par la fenêtre. Eh bien, vous allez repartir par là. Hein? Et alors, non, moi j'ai un travail à faire. Dans ce cas-là, je reste là. Je pensais que les copains, ils arrivent, ils disent, alors Léon, c'est pas la peine d'en draguer, on a essayé ce matin, ça marche pas. Alors, je savais comment on est dans l'armée, entre jeunes, vieilles gueules comme vous en avez, ça ne m'étonne pas. On parie que. Alors, ne pariez pas, vous allez perdre. Enfin, toujours est-il que bon, après ça, je vais la voir, je dis, excusez-moi, mademoiselle, mais j'étais un peu rude avec vous, mais vous savez, il ne faut pas m'en vouloir, j'ai des moments comme ça, des moments de cafard. J'ai pas vu ma famille depuis 4 ans, je vais raconter un tas de bon, je vous en veux pas, je dis, voit bien, vous m'en voulez. Dis, bon, si vous m'en voulez pas, vraiment, vous acceptez de venir au cinéma avec moi ce soir. Ah, dit non, je peux pas. Ah, ben bon, si, ben, c'est pas grave, alors je ne pas, je m'en voulais. Dit, bon, alors d'accord, on va au cinéma ce soir. Elle arrive à 5h30, on avait rendez-vous, et puis je ne peux pas y aller parce que ma mère ne veut pas que je sorte ce soir. Ah bon, tant pis, alors bon, ben, je peux vous raccompagner. Elle me dit oui. Alors je savais, elle monte dans le bus, les copains sont sur le trottoir en face, moi je monte dans le bus avec elle, je vais vous raccompagner jusqu'à la maison. Hein. Puis je leur fais un grand salut les gars. On avait parié de l'argent. Alors je leur raccompagne, et puis donc... terminé, au revoir mademoiselle, enchanté de vous la rencontrer, tout ça. Et puis un jour, je vais faire mon shopping à Woolworth, c'est un genre de Monoprix français, vous voyez, pour acheter des dentifrices, n'importe quoi, je ne me rappelle pas ce que j'allais chercher, mais enfin bon, tout d'un coup, j'ai un copain qui arrive, un copain rouge, il m'appelle, il dit Léon,
Il y a une jeune fille qui demande après toi, là. Ah, je rencontre ma petite copine. À qui j'avais répondu. Ah oui, bonsoir, Roulette, ça va bien? Oui, bien sûr. Elle me dit, ce soir, je suis libre. Ah Alors, il dit, ce soir, on danse au Fernand, là, à la mairie. Il dit, on va danser. D'accord. On a commencé comme ça. Elle m'a rapporté de l'argent le premier jour, mais depuis, elle m'en a coûté cher. Et quand elle l'a laissé partir en disant Léon, Léon lui a fait une promesse en partant. Oui, oui, j'avais avant dit, le débarquement. Alors, on s'est fréquentés pendant un an, quand même. Hein. Alors, au bout d'un an, bon, j'écoute, on se marie. Elle dit non, pas maintenant. Moi, je pars au feu bientôt, il n'y a pas de problème. C'était certain qu'on parte. Ben, je dis, bon, si je reviens, je veux pas que tu maries un invalide, un truc comme ça. Si je reviens intact, bon, on verra ça. Quand je suis rentré en permission intact, vous savez, donc, hein, elle m'a dit, non, t'es intact, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'est mariés au mois d'octobre 45. Voilà. Malheureusement, je l'ai perdu au mois de mars dernier. Je l'ai décédé au mois de mars dernier. On a été mariés 72 ans. Oui, je savais comment. On a quand même le sens de l'engagement, quand même. Hein. T'as un peu le sens de l'engagement. Oui. Pas surtout elle de te supporter. Voilà. Bon, là, voilà. Voilà un peu l'histoire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Combien d'enfants vous avez eu avec votre collègue? Pardon? Combien d'enfants? Deux filles. Deux filles. Donc, il y en a une qu'on vient de quitter, là, Voilà. et l'autre qui habite Beauvais. C'est pour ça. Il y a quelqu'un de Beauvais, là? Il y a quelqu'un de Beauvais? Elle fait ses études là-bas. Métier aux filles? Pardon? Le fond comme métier aux filles. J'ai une fille qui travaillait donc, qui travaillait au pont funèbre. Oui. Alors, il ne fallait pas de clients, je là. Et puis l'autre fille travaillait en assurance. Alors, vous avez des gendres sympathiques? Ah bah tu peux. J'en avais un malheureusement qui est décédé. Et puis l'autre, c'est très sympathique, oui. Celui qui habite Beauvais, il est très sympathique. Et puis les petits-enfants, parce que c'est ton petit... J'ai mon petit-fils qui est commando aussi, comme moi, mais lui, moi j'étais un petit caporal, et lui il est capitaine, hein, c'est pas pareil. Là. Oui, je commande actuellement, il arrive d'Afrique il n'y a pas très longtemps, là. Et il fait des missions assez. Au commando Hubert aussi? Je lui ai remis la Légion d'honneur il y a 3 ans. Ah, Là, Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de travail aussi. Oui, c'est pas... Ouais. Est-ce qu'il y a eu dans ces jours où vous êtes resté en France, là, au moment du débarquement, des moments qui ont été extrêmement forts et qui vous ont marqué plus Évidemment, fortement que oui, d'autres? ça marque, hein, un truc comme ça, on ne va pas l'oublier. Hein. Vous savez, bien sûr, extrêmement fort, puis Pierre, ses copains, c'est... Vous savez, dans une unité comme ça, on se forme des petits groupes de copains beaucoup plus serrés les uns que les autres. C'est comme vous dans les collèges, ainsi de suite, on est une bande de copains, mais 5 par-ci, 5 par-là, quoi. Hein. Bon, alors bien sûr, quand vous perdez ces copains avec lesquels vous êtes très liés, hein, surtout que nos familles, on n'avait pas de famille, hein, alors que les copains, c'était un peu notre famille. Hein. Alors quand on les perd, c'est très dur. Là, ils sont tous chefs, oui, cheftaines, hein, enfin, bien sûr, il faut bien employer les deux mots. Mais, qu'est-ce que c'est qu'un chef pour toi? Un chef, c'est celui qui donne des ordres, principalement. Déjà. C'est quelqu'un qui a la connaissance de beaucoup de choses. Avant de donner ses ordres, il faut d'abord les apprendre. Hein, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Et bien, principalement, en principe, il faut les obéir. Hein, ceux qui vous allez dire, il faut qu'ils il faut le dire obéissent. jamais, t'es au loup-toi. Je vais vous dire quelque chose. On vous l'avait appris tout à l'heure, là. Dans ce film, ceux qui ont désobéi, il y en a qui l'ont payé de leur vie. Hein? On devrait faire ça aussi. Et puis tu disais que surtout... La discipline, c'est la première chose des armées, c'est bien vrai. Et qu'est-ce qui fait un bon chef? Parce qu'une fois tu avais dit, le bon chef, c'est celui qui fait les choses plutôt que de les commander, ou je sais pas quoi tu avais dit. Oui, c'est ça. Voilà.
qui savent faire des choses comme exactement ce que je faisais avant de les faire. Évidemment. Oui. Voilà. Et avant de débarquer, est-ce que vous étiez convaincu du succès du débarquement ou pas du tout? Oui, Ouais. oui. Et c'était Et le alors, sentiment général? principalement quand on a vu l'Armada, vous savez, ainsi de suite, là. Quand j'ai vu tous ces bateaux, ainsi de suite, tous ces camions qui allaient embarquer, j'ai dit on ne peut pas faire, c'est pas possible. On était très conscients qu'on allait gagner. Pour nous, en français, nous les Français que je connaissais, nous ne revenaient pas. Hein. On n'allait pas embarquer, on restait jusqu'au dernier. On n'allait pas repartir, hein, comme on avait pour la plupart 4 ans encore comme ça. On avait décidé, la plupart d'entre nous, qu'on allait jusqu'au bout. Et vous, d'où étiez-vous en France? Parce que vous étiez... Pardon? Et d'où étiez-vous? Rennes. De Rennes. Rennes. Et après, pourquoi pourquoi vous êtes installé ici pour Alors souvenir c'est toute une histoire. Moi, j'ai d'abord travaillé, après la guerre, je suis rentré en France, on ne trouvait pas à se loger. Alors j'ai logé chez mes parents, avec mon épouse, bien sûr, ainsi de suite. Et puis le jour où on passe se loger, je suis reparti travailler en Angleterre. J'ai travaillé 7 ans là-bas, les Anglais m'ont très bien accueilli. J'avais une maison d'ailleurs qui n'avait jamais été habitée, qui m'ouvrait, bien sûr, qu'on appelle la Castle House, c'est un genre d'HLM. Et moi, c'était une maison jumelée, oui, j'avais donc une partie. Maison jumelée, là, qui n'avait jamais été habitée. Très bien reçu, je suis resté 7 ans à travailler là-bas comme ça. Là. J'ai voulu rentrer en France, j'ai trouvé un peu la même galère pour se loger. Malgré qu'on m'avait promis un logement, je ne l'ai jamais eu. Alors du fait, j'ai travaillé quelques années en France, j'ai travaillé à Josselin, en Bretagne, où j'avais un logement, mais qui était minable. Mais c'était déjà un logement, on était déjà là, chez nous, hein, vous voyez. Et donc, mon épouse qui prenait Ouest France tous les jours, elle met l'écoute, on demande un chavatulier, mais c'est ce chavatulier qui parle couramment en anglais pour partir en Afrique. C'était la CFAO. J'ai fait maintenant, on est reparti en Afrique encore 7 ans. Et toujours, ça se passe par 7 là, je passe toujours par 7 chez moi. On est reparti donc, on a travaillé en Afrique pendant 7 ans. Et là, je suis rentré en France, là, à la suite d'une blessure que j'ai eu, un grave accident. J'étais en plâtre depuis là jusqu'au pied. Non. Alors, travailler physiquement, après, c'était difficile. J'ai donc, j'avais un copain qui était assureur. Il me disait que tu connais bien l'automobile, puisque tu es chef d'atelier partout, tu connais bien ce truc. Tu devrais faire une demande d'expert, mais pour ça, il faut apprendre le droit à assurance. Alors, je me suis mis à apprendre le droit. Hein. Et puis, j'ai passé mon examen. Je suis devenu expert automobile. J'avais 38 ans. Il faut étudier, faut jamais lâcher. Je me suis étudié, j'avais 37 ans, 38 ans. Il faut continuer. Hein. Et tu t'es installé, donc, et là, tu étais encore en Bretagne quand tu étais expert, tu n'étais pas encore Non, arrivé non, j'ai commencé mon travail d'expert à Beauvais. À Beauvais, voilà. À Beauvais dans l'Oise, oui. Et donc, après ça, bon, j'ai fait toute ma carrière d'expert à Beauvais. En fait. J'ai travaillé pour les compagnies d'assurance, j'ai travaillé pour le tribunal d'Amiens, tout de suite. Et voilà. Et donc là, quand j'ai pris ma retraite, je suis reparti en Bretagne. Et que je ne me plaisais pas où j'étais là-bas, parce qu'il faut s'en faire des copains qui avaient perdu de vue, tout ça. Il fallait au bistrot boire un coup, c'est pas mon genre. Donc, et comme j'étais secrétaire de l'association, on a formé une association en 81, d'anciens commandos, pour réclamer un peu nos droits, car on nous a laissé tomber comme des chaussettes. Donc j'étais secrétaire de l'association, donc je venais souvent à Ouistreham. Et ma femme m'a dit, écoute, on va aller habiter là-bas, comme ça on sera sur place. Là. On ne fera plus le voyage, alors on est venu habiter ici. Elle en avait marre de voir son mari partir un coup, revenir, repartir, partir avec lui. Partir avec moi, hein, pas mal. Mais en fait, ça dit surtout que les commandos Kiefer a été reconnu très tardivement, en fait. Très tard, on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas du tout. Vous savez, on n'a jamais eu la visite. Il a fallu que je me débrouille ici en tant que secrétaire pour faire des demandes au président de la République, ainsi de suite. Alors là, ils sont venus quand même au 50e. On a eu un président de la République qui est venu au 50e, vous voyez, donc.
La reconnaissance en fait du pays s'est fait très très tardivement. Tardivement, oui. Il fallait que j'écrive, je n'arrêtais pas d'écrire, ainsi de suite. Puis c'est venu, enfin, à la fin, on doit commencer à le connaître. Le commando Kiefer n'avait jamais été appelé pour l'Algérie ou la Indochine après. Il y en a qui. Non, pas celui-là. Non, le commando Kiefer, c'est dissous. Pardon? Ça a été dissous Oui. en 1945. Le commando a été dissous en 1945. Très peu sont restés dans l'armée, quelques-uns. Il y en a 2 qui ont fait l'Indochine et un qui a fait l'Algérie. Mais c'est plus au commando à l'époque, vous voyez, donc il était revenu dans l'unité normale. On a perdu 20 qui est mort en Indochine d'ailleurs. Ils sont partis dans la Légion étrangère? Non, ils sont partis à la marine, ils étaient à la marine, ils appartenaient à la marine. Ils ont été fusiliers marins, il y en a un qui a conduit une vedette sur le Welcome là-bas, et qui a été tué là, sur la rivière, là, Richel. Pourquoi il a été dissous le commando Ben, il a pu l'exister. Hein. Ouais. Alors Il donc, avait vraiment il s'est cette dissous, vocation par de- contre, la marine française, ensuite, avec un ancien officier, donc c'est lui, Alexandre Loffi, qui commandait la section dont je suis arrivé sur Normandie, a eu l'accord du ministère de la Défense de reformer d'autres commandos là-bas, à Toulon. Donc ils ont reformé des commandos, des jeunes commandos, vous voyez, qui existent toujours maintenant. L'école est à Lorient. Ils ont des jeunes commandos qui viennent ici tous les ans, nous rendre les honneurs d'ailleurs.